Voilà, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est une conférence qui a une histoire amusante que je ne vais pas avoir le temps de développer. Et je vais vous parler des grandes femmes scientifiques. Alors je commence par un petit clin d'œil, bien sûr, à prendre au second degré. C'est comment voyons-nous les femmes en général, surtout nous les hommes, quand on parle des femmes, qu'est-ce qu'on imagine? On les aime, on les trouve douces, drôles, fragiles. On a comme ça tout un tas de clichés que je vous laisse admirer. Mais la vraie question, c'est où sont les femmes et où sont les femmes scientifiques, les femmes qui réfléchissent, les femmes qui analysent, les femmes qui savent avoir des démarches intellectuelles de haut niveau. On n'en parle pas beaucoup, à mon grand regret. Et donc, je suis parti à la recherche de ces femmes en mettant une petite annonce. Homme petit, barbu, à lunettes. Cherche femme intelligente et scientifique. Ceci dit, les deux peuvent être différents, mais bon. Et là, dès qu'on parle de femmes intelligentes ou de femmes brillantes ou de grandes femmes scientifiques, on commence à avoir un petit malaise. C'est pas des choses c'est pas des choses auxquelles on est bien habitué. Alors, je vous ai déjà présenté cette diapo tout à l'heure sur Paul Broca, qui était 160 ans en arrière, qui lui expliquait que les femmes sont moins intelligentes parce qu'elles ont un cerveau plus petit. Et Paul Broca, je vous disais, souvenez-vous, c'était le meilleur expert au monde du cerveau humain. Alors vous allez me dire, ça c'était il y a 150 ans. On a évolué depuis. Ouais, mais un peu seulement, quoi. Alors je me suis amusé à faire un truc. J'ai regardé sur Wikipédia. J'espère qu'ils n'ont pas changé la page depuis. J'ai cherché l'homme le plus intelligent au monde et la femme la plus intelligente au monde. Et quand on cherche pour l'homme, voilà ce qu'on a. On a un homme qui s'appelle James William Sidis. Et voilà comment on parle de lui. Il marche à 8 mois, à 2 ans, à 1 an et demi, il lit le journal, à 2 ans, il étudie le latin, à 8 ans, il parle facilement 8 langues et pas n'importe lesquelles, puisqu'il y a des langues complexes, français, allemand, russe, grec, latin, hébreu, arménien, turc. À 8 ans, il réussit le concours d'entrée à Harvard, mais il est trop jeune, on lui demande d'attendre un peu, il est obligé d'attendre d'avoir 11 ans pour pouvoir être admis dans cette école. Il y ressort à l'âge de 16 ans avec la plus haute mention, en 1914. Donc vous voyez que quand on parle d'un homme intelligent, on a des qualificatifs les plus élogieux. Il marche très tôt, il lit très tôt, il apprend des langues, il fait des choses extraordinaires, etc. Regardons la femme. Alors c'est son vrai nom, elle s'appelle Marilyn Vos-Savant. Et voilà ce qu'on dit. Elle a prétendu... D'accord, la femme intelligente est une prétentieuse. Posséder l'un des QI les plus élevés au monde, c'est indiqué par le Guinness Book des records qui lui a retiré cette mention depuis. Cette assertion est sujette à controverse, donc non seulement c'est une prétentieuse, mais en plus elle fait de la polémique. D'après ses indications, elle aurait eu à l'âge de 10 ans un test avec un score important, etc. Vous voyez quelle différence dans le traitement de l'homme et de la femme sur un truc aussi banal que ça. Pourtant, on s'est posé la question, on a la réponse maintenant de façon très avancée, très certaine. Il n'y a pas de cerveau féminin ou de cerveau masculin. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Les femmes ont les mêmes capacités que les hommes. Alors, on le savait, mais ça méritait d'être dit quand même. Alors, des petites choses dont je vais vous parler, c'est par exemple l'intelligence au féminin, où souvent les femmes sont beaucoup
beaucoup plus dans l'adaptation et dans la dissimulation que les hommes, vont moins facilement assumer, moins facilement le dire. Un homme qui apprend qu'il est admis à Mensa, par exemple, ça va être ouais, moi je suis un super mec, regardez, je suis vachement intelligent. Une femme, non, elle va pas rentrer et dire à son mari bonsoir chérie, j'ai trouvé la source de tous mes problèmes, je suis beaucoup plus intelligente que toi. Ça marche pas comme ça. Beaucoup de gens aussi sont dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est qu'ils vont rester plus ou moins longtemps convaincus que, même malgré des tests qui ont démontré qu'ils étaient intelligents ou qu'elles étaient intelligentes, eh ben, on va être dans une forme de déni, à dire non, c'est pas vrai, j'ai eu de la chance au test, quoi. Il y a une autre expérience qui est un peu plus discutable parce qu'elle a été moyennement reproduite, mais il y a quand même un phénomène qui est intéressant à creuser. On sait mesurer l'intelligence d'une personne depuis un siècle, mais la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut mesurer l'intelligence d'un groupe. Est-ce qu'un groupe est plus intelligent parce qu'il est tiré par le QI le plus haut du groupe? Est-ce que c'est le QI moyen du groupe qui va rendre le groupe plus productif en termes d'efficience intellectuelle? Ou est-ce que c'est un autre critère? Eh ben, le critère qui est arrivé... Alors, il y a eu plusieurs critères qui sont arrivés en tête, très proches, c'est pour ça que la différenciation se fait mal. Mais un des critères qui est arrivé en tête, voire numéro 1, c'est le fait que le groupe contienne beaucoup de femmes ou soit dirigé par une femme. Alors, on peut trouver toutes sortes d'explications à ça, notamment, moi, je veux bien imaginer que les femmes laissent plus facilement les hommes s'exprimer, enfin, les membres du groupe s'exprimer ou prendre la parole ou simplement avoir envie de faire les beaux. Enfin, peu importe, j'ai pas les explications, mais en tout cas, c'est une réalité. Pas grave, on a zappé une diapo. Alors, pour chercher les grandes femmes scientifiques, je me suis dit, regardons du côté des prix Nobel et comment ils ont été attribués et à qui. Eh bien, depuis 1901, il y a eu 65 femmes nobélisées contre 925 hommes, ce qui fait à peu près 6%. Alors, ça va dans le bon sens. Voilà une petite infographie qui montre que c'est des tranches de 20 ans. C'est que petit à petit, ça avance, ça évolue. Mais enfin, ça fait quand même 100 ans que ça évolue, quoi. C'est quand même pas la grande vitesse. Mais ça va quand même dans le bon sens. Et si on regarde dans le détail avec un peu de curiosité, c'est pas n'importe quel Nobel qu'on attribue aux femmes. Le Nobel de la paix, ça, il n'y a pas de souci. Et surtout quand les femmes ont beaucoup souffert, les victimes d'agressions, de viols, d'horreurs. La femme qui souffre, on aime bien. Les Nobel de littérature, mesdames, vous pouvez écrire, vous pouvez parler, ça ne nous pose pas de problème. En médecine, la médecine a depuis longtemps été très féminisée. Par contre, dans les sciences dites un peu plus dures, chimie 8, physique 5, économie 3, et sur les 3, il faut savoir qu'il y en a 2 qui ont été donnés très récemment. C'est que il n'y a pas longtemps encore, il n'y en avait qu'une. On a aussi quelques femmes noires qui ont reçu des prix Nobel. Et on retrouve la même distribution que pour les femmes. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a un prix Nobel de littérature et 3 prix Nobel de la paix. Alors voilà une photo qui est intéressante, qui a eu une histoire. On va jouer un peu au jeu Où est Charlie? Et là, la question, c'est où est la femme? Alors cette photo est connue, c'est une photo qui date de 1971. Elle est connue parce que d'abord, la femme, on voit qu'elle est plutôt en arrière-plan. Et surtout, la personne qui a fait le travail de recherche autour de cette photo s'est rendu compte que pour cette conférence, on avait cité le nom de tous les hommes, mais pas celui de la femme.
Elle a trouvé ça profondément injuste. Et elle a fait des recherches, elle a retrouvé la personne qui était à cette conférence. Elle a fait republier la photo avec son nom pour lui rendre justice. Donc la voilà, cette femme-là s'appelle Sheila Minor-Huff. Elle a été retrouvée des années après. Et elle expliquait que la plupart du temps, malgré des études supérieures, hein, elle avait un doctorat, malgré un très très haut niveau d'études et d'expertise, quand elle allait dans les universités ou dans les grands laboratoires pour chercher du travail, on lui proposait des postes subalternes, de secrétariat, etc. Et c'était une femme de tempérament, donc elle envoyait les gens bouler. Alors, il faut dire que c'est un peu compliqué pour une femme de faire de la science. Voilà quelques effets et menaces. Le premier effet, c'est ce qu'on appelle l'effet de harem. C'est lorsqu'un scientifique, surtout en sciences d'ailleurs, commence à avoir une position un peu honorable, un peu de pouvoir, certains d'entre eux vont s'entourer de femmes, et plutôt de jolies femmes d'ailleurs, mais ils ne le font pas pour ces femmes, ils le font pour eux, pour se valoriser, pour dire regardez comme je suis devenu important, il y a plein de jolies femmes qui gravitent autour de moi. Cet effet-là s'appelle l'effet de harem, et il est illustré par cette photo qui représente le phénomène. Le deuxième effet qui rend les choses compliquées, c'est ce qu'on appelle la menace de stéréotype. On tend à être ce que la société voudrait qu'on soit. Donc il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées là-dessus. Par exemple, on a donné un devoir de mathématiques à faire à des élèves en leur disant « ce devoir-là, les filles le réussissent pas très bien et les garçons le réussissent plutôt bien ». Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Les filles ont plutôt raté le test et les garçons ont plutôt réussi. Quand on fait la même expérience sans dire cela, les résultats sont partagés. Il y a une deuxième expérience, et puis je vais m'arrêter là, qui a été faite, où on a donné une construction géométrique à réaliser. Et quand on a dit que c'était des maths, les filles ont plutôt raté. Et quand on leur a dit que c'était une construction en dessin, elles ont plutôt réussi. La même construction. Enfin, je vais vous parler de l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, c'est lorsqu'il arrive en science que des gens se volent leurs découvertes. Et ça, c'est un phénomène malheureusement relativement répandu. Sauf que les femmes sont 10 fois plus concernées que les hommes par le vol de leurs découvertes. Et c'est ça qu'on appelle l'effet Mathilda. Alors, quelques exemples, on en reparlera d'ailleurs. Alice Ball, Rosalind Franklin, etc. Alors, maintenant, j'ai choisi dans cette deuxième partie de mettre à l'honneur quelques grandes femmes que personnellement j'admire. Et dans les grandes femmes scientifiques, il y en a une que vous connaissez tous. Oui, Marie Curie, forcément. Mais Marie Curie, qui est la femme scientifique la plus connue, est-ce que vous la connaissez vraiment? Alors, je vais vous raconter, parce que c'est quand même... La voilà. Alors, il faut que je vous explique que Marie Curie, c'est une jeune femme polonaise. Et à l'époque, en Pologne, il était interdit d'aller à l'université pour les femmes. Et donc, elle s'est mise à travailler pour gagner de l'argent, économiser de l'argent, et venir à Paris, en France, pour faire ses études, puisque la France autorisait les femmes à faire des études. Pour ne pas perdre de... Elle est venue avec sa sœur, d'ailleurs. C'est là qu'elle a rencontré après Pierre Curie, son mari. Pour ne pas perdre ses connaissances et continuer à avancer et à travailler, elle faisait ce qu'on appelle l'université volante, c'est-à-dire c'est l'université clandestine. Elles allaient se cacher pour étudier au niveau universitaire. Et voilà Marie Curie, son pédigré. Elle a fait l'université volante. Ça a été la première femme à recevoir un prix Nobel. Ça a été la première et la seule femme à recevoir 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes. Après son Nobel de physique, elle a eu un Nobel de chimie. Ça a été la première femme professeure et titulaire d'une chaire à la Sorbonne.
En fait, il faut savoir que son mari est décédé d'un accident de voiture à cheval, de façon brutale, et la Sorbonne lui a proposé de prendre le relais des cours qui étaient dispensés par Pierre Curie. Première femme à obtenir un doctorat en sciences. Première femme lauréate de la médaille Davy, qui est une médaille prestigieuse en chimie. Première femme en France directrice d'un laboratoire universitaire. Première femme au monde à aller au congrès Solvay. Le congrès Solvay, c'est un congrès de scientifiques de renom. Il y a une photo qui est célèbre où sur la photo, on voit, je ne sais plus, 10 ou 12 prix Nobel, tellement les gars étaient célèbres. Et c'est là où il y a eu l'échange célèbre entre Einstein et Bohr, qui se détestaient cordialement. Où Einstein avait dit à Bohr, Monsieur Bohr, Dieu ne joue pas au dé. Et Bohr lui avait répondu, mais pour qui vous prenez-vous, Monsieur Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Voilà, ça c'était au congrès Solvay. Ça montrait le ton, en fait. Déjà à l'époque, les scientifiques se rentraient un peu dedans. Ça a été la première femme aussi à rentrer au Panthéon. Et elle est encore radioactive, donc elle est dans un cercueil de plomb, parce que sinon elle pourrait contaminer son environnement. Ah. On lui a proposé la Légion d'honneur, à elle et à son mari. Les deux ont refusé. Pierre Curie a dit je n'en vois pas la nécessité. Et Marie Curie a eu cette phrase que je trouve très belle. Elle a dit en science, on doit s'intéresser aux choses, mais pas aux personnes. Alors il y a une histoire qui est pas certaine en termes de source, mais je vais vous la raconter parce que je l'aime bien. Un jour, il y a un journaliste qui aurait dit à Marie Curie « Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir épousé un génie ?» Et Marie Curie a dit « Je ne sais pas, allez donc poser la question à mon mari. » Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque son mari est décédé, on lui a proposé de faire le cours à sa place. Et le cours inaugural a été quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde en parlait, la salle était pleine. Et à la fin de son cours, elle a eu des ovations, les gens lui ont jeté des bouquets de fleurs, elle a eu des applaudissements nourris. Enfin, ça a été un truc tout à fait exceptionnel. Elle était très respectée, personne ne la tutoyait, personne ne l'appelait par son prénom. C'était Madame Curie. En 1916, elle avait déjà le permis de conduire. Et il y a une anecdote avec Paul Langevin, qui était un autre scientifique, avec qui elle a eu une aventure en 1910. Et ça fait un peu de grabuge. C'était au moment où elle devait recevoir son deuxième prix Nobel. Et le ministre de l'Éducation était monté au créneau en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui vient corrompre nos maris, etc. » Enfin, et elle avait fait un courrier, elle avait eu le soutien d'Einstein dans une lettre qu'on trouve sur Internet d'ailleurs. Elle avait fait un courrier au Nobel en disant bah, « Écoutez, ne me jugez pas sur ce que j'ai fait, mais jugez-moi sur ma production scientifique. » Elle a conçu également des petites voiturettes qu'on a appelées, après son décès, qu'on appelait les petites Curie. Et c'était des postes mobiles qui permettaient d'aller sur les champs de bataille pendant la Première Guerre mondiale pour soigner les gens, faire des radios, puisque à l'époque, elle travaillait sur ces sujets-là, et des postes mobiles qui ont permis de sauver des milliers de personnes. On considère que grâce à son invention, il y a 1 million de personnes qui ont été bénéficiaires de ces petites voitures. Et on considère aussi que Marie Curie elle-même, qui allait sur les champs de bataille, a sauvé 1 millier de personnes elle-même. Voilà, ça c'est Marie Curie. Alors, je vais juste vous rapporter le cours inaugural de Marie Curie dans un journal qui s'appelle Le Journal, en date du 6 novembre, donc après le fameux cours triomphal de Marie Curie. Et voilà ce que dit le journaliste. C'est authentique. C'est une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour, car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle? Et il a rajouté, et je vous promets que c'est authentique, en vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Bon courage, mesdames. Voilà, on vient de loin. Mais à part Marie Curie, qui connaissez-vous?
Alors, je vais passer très rapidement si j'arrive à passer les diapos. Et j'ai choisi de mettre à l'honneur quelques femmes pour qui j'ai beaucoup de respect et que j'apprécie énormément, pour montrer aussi qui sont ces femmes-là et ce qu'on leur doit. En, en physique, j'aime bien l'histoire de Lise Meitner. Lise Meitner, c'est une Autrichienne qui arrive à l'époque à peu près du bac. Et on lui interdit de faire des études supérieures parce que c'était interdit aux femmes. Et coup de chance pour elle, juste elle avait 22 ans, et il y a un programme spécial qui s'est mis en place qui permettait aux femmes d'aller à l'université, mais en passant un petit concours supplémentaire. Elle fait cette préparation, elle est admise. Donc elle est admise à rentrer à l'université, c'était une des premières, et se jette sur les études supérieures. La première année, elle s'inscrit à la quasi-totalité des cours de physique, chimie, maths, botanique, et entre autres, elle assiste à tous les cours de Boltzmann. En 1906, elle obtient un doctorat avec la plus haute mention. Mais on la relègue un petit peu au sous-sol de l'histoire, d'ailleurs. Et en 1907, elle décide d'aller poursuivre ses études à Berlin. À Berlin, à cette époque-là, eh bien, l'université était possible aux femmes, mais sur autorisation du professeur. Et donc, elle choisit de suivre les cours de Planck. Et Planck, qui était plutôt hostile à l'éducation des femmes, pour elle, il fait une exception en disant, après tout, ça a l'air d'être une bonne élève, je vous donne la permission d'assister à mon cours. Vous voyez le changement de mentalité depuis cette époque. Hein. Elle finit ses études et elle est reléguée dans un vieux labo au sous-sol dont personne ne veut. Et elle travaille avec un collègue qui s'appelle Otto Hahn. Et il commence à travailler. Le premier poste qu'on lui propose, ce n'est pas un poste de chercheur, c'est un poste d'assistante de Gustav Planck. Et même avant ça, elle a travaillé gratuitement. Toujours est-il que cette femme-là, elle a découvert 2 isotopes nouveaux, dont chacun aurait dû lui valoir un prix Nobel. Et elle a découvert également le principe de la fission nucléaire. Donc toute l'énergie nucléaire, on le doit à cette femme-là. Elle a été citée à 3 reprises au prix Nobel et elle a été refusée à 3 reprises. Par contre, son collègue a eu le Nobel de chimie. En informatique, moi je suis prof d'informatique, 95%, 97% de garçons. Vous croyez que l'informatique c'est masculin? On doit ça à des femmes. Le premier programme informatique a été fait par une dame qui s'appelle Ada Lovelace, à qui on a donné le nom pour un langage informatique, le langage Ada. Et Ada Lovelace, c'était la fille de Byron, c'était une mathématicienne, et on lui donne le premier programme informatique sur l'ancêtre de l'ordinateur actuel. Un petit peu plus tard, les femmes, en gros, il y a eu un partage en informatique. On a mis les hommes à travailler sur la partie matérielle, construction des ordinateurs, et les femmes sont à l'origine de tout ce qui est développement logiciel, langage, système d'exploitation, tout ce qu'on appelle le software. À l'origine, c'est que féminin. Voilà quelques personnes célèbres sur un ordinateur célèbre. Vous voyez la dame de gauche, ce qu'elle a dans la main, c'est une barrette mémoire, qui aujourd'hui fait la taille de mon ongle. Et parmi ces 4, il y en a une qui est plus connue que les autres, qui s'appelle Betty Snyder. Elle est connue parce que la première fois qu'elle est allée prendre des cours à l'université, son prof de maths lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pensez pas que vous seriez mieux à la maison pour élever des enfants ?» Grace Hopper, une militaire à qui on doit le COBOL, le premier compilateur. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le COBOL est encore utilisé dans certaines banques et dans certaines assurances. C'est une femme qui a inventé ce langage. La conquête spatiale, on pense tous à l'homme qui met le pied sur la Lune avec un petit pas pour l'homme, etc. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu des femmes autour de lui, jamais il aurait pu faire ça. Alors voilà quelques personnages qui ont gravité autour de ça. Sue Finlay, elle a fait des calculs
et elle a travaillé notamment sur les carburants. Elle a mis au point des formules de carburant. Elle travaillait pour une société qui s'appelle la JPL, la Jet Propulsion Laboratory, qui était curieux parce qu'il n'y avait que des femmes. Et pourquoi il y avait que des femmes? Parce que la patronne était une femme, et elle disait « Jamais un homme n'accepterait de travailler pour une femme, donc je n'embauche que des femmes ». N'empêche qu'elle a mis au point le carburant de la fusée. Margaret Hamilton, là vous voyez à gauche le programme informatique qu'elle a fait. Margaret Hamilton, elle a mis au point un système qui, lorsque la navette devait se poser sur la Lune, au cas où il y aurait eu une fausse alerte, c'est-à-dire un capteur défectueux, quel devait être le comportement de la navette. Et bien lui en a pris, puisque 3 minutes avant d'allunir, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a un capteur défectueux qui a envoyé un tas de signaux parasites qui étaient des faux signaux, des erreurs. Et grâce au programme de Margaret Hamilton, la navette a pu se poser correctement. Une fois qu'elle a été posée, il n'y avait plus qu'à ouvrir la porte et puis dire « Ok, c'est un grand pas ». Elle était très critiquée parce que c'était une maman solo et elle venait au travail à la NASA avec sa fille qui aimait jouer aux ordinateurs, etc. Alors voilà Margaret Hamilton, récompensée par Barack Obama des années après, suite à la sortie d'un film d'ailleurs. Ma chouchoute, Katherine Johnson, je vous conseille d'aller voir le film Les figures de l'ombre, qui retrace bien l'histoire de ces femmes. Katherine Johnson, c'est une mathématicienne brillantissime. Elle est tellement brillante que lorsqu'on fait des calculs par ordinateur sur lesquels on a un doute, on demande à Katherine Johnson de vérifier les résultats de l'ordinateur en faisant les calculs elle-même à la main. C'est aussi une personnalité extraordinaire, une femme brillante. Et pourtant, elle vient d'un milieu très modeste. Son père était bûcheron. Elle était très en avance à l'école. Et à l'âge de 10 ans, la seule école qui pouvait l'apprendre à son niveau d'études imposait qu'elle aille en pensionnat. Et donc, elle a accepté d'être en pension. Elle a eu une bourse d'études pour faire ses études. Et après, elle a travaillé. Elle a été intégrée à la NASA. En 1939, elle est dans l'Amérique ségrégationniste. Et en 1939, elle porte plainte contre l'État pour être autorisée à suivre des cours. C'est la seule femme et elle est accompagnée de 2 étudiants masculins afro-américains. Donc, elle porte plainte contre l'État et elle gagne son procès avec un bémol, c'est que le juge lui dit « Vous n'aurez le droit d'assister qu'au cours du soir ». Et cette femme-là reprend ses études, elle rentre dans une université ségrégationniste, interdite aux femmes, interdite aux noirs, et elle y va, elle fait les cours. Et évidemment, elle a cartonné, elle a explosé tous les compteurs, quoi. Alors, Katherine Johnson, elle a travaillé sur un problème de maths qui est complexe, c'est comment je peux lancer une fusée qui va retomber sur la Lune à l'endroit où on veut, sachant que la Lune est en train de tourner, la Terre tourne et tout ça, c'est en mouvement. Comment je peux calculer avec précision l'énergie à dépenser et le point d'alunissage. Et ben, c'est Katherine Johnson qui a fait tous ces calculs. 75 ans après, on lui a donné un titre de docteur honoris causa. Et voilà la Katherine Johnson récompensée par Barack Obama. En astronomie, ça va être pareil. Cecilia Payne. Cecilia Payne, ça a été la première femme nommée chef du département d'astronomie de Harvard. Elle avait raté sa licence en Grande-Bretagne. En fait, elle n'avait pas raté, c'est juste que la licence était interdite aux femmes, donc elle n'avait pas le droit de recevoir le diplôme. Donc elle a fait les études, elle a passé les épreuves, elle était admise, mais à l'époque, le règlement anglais lui interdisait d'avoir officiellement le diplôme. C'était par la suite la première femme qui a obtenu un doctorat en astronomie à Harvard. Alors elle est connue parce que c'est la première qui a dit de quoi étaient composées principalement les étoiles. Et là aussi, elle a été beaucoup découragée. Ses collègues se moquaient d'elle, lui disaient qu'elle racontait n'importe quoi. Elle a été très sérieuse, bosseuse, et elle avait raison. Et quand les collègues masculins ont commencé à avoir des doutes sur ses travaux, à dire finalement, elle dit peut-être pas que des bêtises,
eh bien, ils ont juste voulu essayer de lui piquer ses découvertes et de publier avant elle, mais ils n'y sont pas arrivés. Cette petite dame, très vite, toute coquette, toute mignonne, j'aime beaucoup cette femme-là. Vous savez ce qu'on lui doit? Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Gladys West. Donc c'est une femme d'un milieu très modeste, fille d'agriculteur. Elle reçoit une bourse parce qu'elle était la meilleure élève de son lycée, notamment en maths. Elle obtient une licence. Elle a repris ses études. Elle est allée jusqu'au master. Et là, elle est embauchée par l'armée. Elle travaille sur les systèmes de guidage des missiles. Et elle a inventé toute la technologie. Ah, je crois que j'ai entendu. Le GPS. C'est elle qui a inventé toute la technologie qu'aujourd'hui on trouve sur nos GPS de voiture. C'est cette petite dame-là qui a l'air d'être toute sympathique. En médecine, j'ai pris 2 figures emblématiques, mais j'aurais pu faire un roman là-dessus. La première, c'est James Barry. James Barry, c'est un médecin militaire qui a exercé toute sa vie comme médecin militaire, qui était connu, qui avait une grosse réputation, qui a fait évoluer beaucoup de choses. Et le jour de sa mort, pendant la toilette mortuaire, on a eu une surprise de taille. On s'est dit, tiens, bizarre, c'est pas un homme. Et il a passé toute sa vie à se faire passer pour un... Elle a passé toute sa vie à se faire passer pour un homme. Et en réalité, c'était une femme. On a découvert ça le jour de sa mort. Et puis, forcément, la célèbre, je ne pouvais pas ne pas la citer, c'est Agnodis, en Grèce antique. Donc, en Grèce antique, Agnodis étudie la médecine, mais déguisée en homme, parce que la médecine était interdite aux hommes. Mais aux femmes. Mais elle avait de nombreuses patientes à qui elle avait dit qu'en réalité, c'était une femme, et du coup, il y a beaucoup de femmes qui venaient consulter chez elle. Ses collègues masculins ont trouvé ça un peu suspect, ils se sont demandé s'il n'y avait pas un truc un peu louche derrière ça, notamment des abus à caractère sexuel ou des choses comme ça. Et il porte plainte contre elle, il la dénonce. Et elle se présente au tribunal et elle dit « Non, 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 c'est pas du tout ce que vous croyez. J'abuse pas de mes patientes. » Et elle soulève sa jupe ou sa robe, je ne sais pas comment dire, sa toge. Et elle dit « Regardez, je suis moi-même une femme. » Et le tribunal dit bah, « Écoutez, dans ces cas-là, exercice illégal de la médecine, donc vous êtes condamné à mort. » La logique de l'époque. Elle est réellement condamnée à mort et ça crée des émeutes et toutes ses patientes disent mais c'est pas normal, on ne peut pas la tuer pour ça, il y a qu'elle qui sait nous soigner, etc. Et finalement, après beaucoup d'émeutes et de bazar, elle est graciée, elle est autorisée à continuer la médecine mais de n'avoir que des patientes femmes et interdit pour elle de soigner des hommes. Donc vous voyez que ça date de bien longtemps déjà. Alice Ball, c'est typique du vol d'idées. Alice Ball, c'est une jeune femme qui est décédée très jeune. Elle avait 24 ans. Elle a mis au point un système contre la lèpre. C'est qu'à l'époque, il y a une plante dont on connaissait les vertus, sauf que cette plante faisait des sucs très gras, et soit on l'appliquait directement sur la peau et ça brûlait, soit on la buvait et puis ça créait des brûlures internes terribles. Et Alice Ball a trouvé le moyen d'extraire le principe actif de cette plante et de le rendre sous forme de médicament injectable et donc parfaitement utilisable et de gommer tous les effets nocifs. Alice Ball, est décédée à l'âge de 24 ans de la tuberculose. Et son collègue, son responsable, lui pique non seulement sa méthode, mais le nom aussi, c'est que ce qu'on appelait la méthode Ball, lui, il appelle maintenant la méthode Dean, et il a essayé il lui a complètement piqué son idée et de se l'approprier. Et heureusement, il y a un des collègues qui a rétabli la vérité et qui a dénoncé le collègue en question, et maintenant on sait bien que c'est grâce à Alice Ball qu'on doit tout ça. En médecine, toujours en France, et puis on va arrêter là pour la médecine, il faut savoir que la France était un peu en avance sur l'autorisation de faire des études de médecine.
Et en 1868, il y a 4 femmes qui ont pu faire des études de médecine. Une russe, une américaine, une anglaise et la française Madeleine Bress. Alors Madeleine Bress, c'est une jeune femme modeste dont le père était marchand de charrettes, fabricant de charrettes. Et à l'âge de 15 ans, elle était mariée. Et elle s'est passionnée pour la médecine, elle a voulu faire des études. Sauf qu'à l'époque, étant mariée, il lui fallait l'autorisation de son mari pour aller à l'université. Ça n'a pas suffi, on lui a fait des ennuis. Il a fallu qu'elle ait le soutien de l'impératrice Eugénie, du ministère de l'Éducation, qu'elle ait le soutien du doyen et de plusieurs personnalités. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait de manière simple. Mais elle y est arrivée, et voilà, ça a été la première médecin. Et voilà, on trouve sur Internet l'autorisation de son mari qui lui donne la permission d'aller à l'université étudier la médecine. Ça paraît d'une autre époque, tout ça. Rosalind Franklin, qu'on appelait la Black Lady, on lui doit cette photo. Donc cette photo, c'est une photo d'un brin d'ADN. À l'époque, on ne savait pas quelle était la forme de l'ADN. Et grâce à cette photo qui a nécessité des années de travail, on a vu la structure en double hélice, alors qu'à l'époque, on ne savait pas que c'était une double hélice d'ADN. Et cette photo-là, ses collègues lui ont piqué un jour. Ils ont vu la photo, ils se sont dit, tiens, dis donc, ça y est, maintenant on comprend, c'est une double hélice. Et ils ont publié un papier sans la nommer. Et les 3 ont eu le prix Nobel de médecine et elle n'a jamais été récompensée. Enfin, quelques inclassables. Eddie Lamar. Eddie Lamar, elle a fait une carrière à Hollywood. Elle voulait être célèbre pour le cinéma. Et en fait, elle était célèbre pour ses inventions scientifiques. Et on lui doit notamment tout ce qui est Wi-Fi et téléphonie mobile. Voilà. Et ça, c'est vraiment elle, Eddie Lamar. Temple Grandin, c'est une personnalité qu'on disait avec des dommages cérébraux. On disait à ses parents, cette pauvre petite, elle est en retard sur tout, sur l'école, sur la parole, sur la propreté. Vous savez, elle n'ira pas loin. Et en fait, elle avait un syndrome d'Asperger. Toujours est-il que son sujet de prédilection, c'était le bien-être animal. Je pense bien avant tout le monde. Et elle était très, très sensible à ça. Et elle est allée jusqu'au doctorat pour quelqu'un qui était inapte. C'était pas mal. Et elle a mis au point un système pour apaiser, pour calmer les animaux avant de les envoyer à l'abattoir. On considère aujourd'hui que la moitié des abattoirs aux États-Unis utilisent son système et les inventions qu'elle a mis au point. Enfin, un dernier cas qui est un cas qui peut poser interpellation, c'est Henrietta Lacks. Henrietta Lacks, c'est une jeune femme noire qui accouche d'un bébé, toujours dans l'Amérique ségrégationniste. Et quelques semaines après, mais vraiment un temps très court après, elle retourne à l'hôpital, elle se plaint de mal au ventre, de saignements, de douleurs. Et là, on lui découvre un cancer très avancé. Et le médecin se dit, c'est pas possible, comment cette femme-là a pu en si peu de temps développer un cancer aussi évolué, alors qu'on l'a vu, il n'y a pas longtemps. Et en fait, vous devez savoir qu'à l'époque, on ne savait pas reproduire des cellules humaines. Quand on les mettait dans une boîte de pétri, par exemple, elles mouraient au bout d'un jour ou deux. Et le médecin demande au mari d'Henrietta Lacks, il dit, est-ce que vous m'autorisez à prélever ces cellules? Le mari refuse. Et le médecin le fait quand même. Et du coup, il met en culture ces cellules. Et on a pu faire tout un tas d'expériences. En fait, toutes les expériences sur l'humain, on les doit à ces cellules. Donc, grâce aux cellules d'Henrietta Lacks qu'on a pu reproduire pour la première fois, on a mis au point le vaccin contre la polio, on a décrypté les tumeurs, les virus, on a mesuré les effets de la bombe atomique, on a fait des avancées sur la fécondation in vitro, le clonage, la thérapie génique et autres. Et ces cellules portent un nom, on les appelle les cellules HeLa, HE pour Henrietta, LA pour Lacks. Alors voilà, tout ça pour dire que ça évolue, même si on aimerait que ça aille plus vite. Alors juste pour remettre en perspective,
La première femme noire qui a obtenu un doctorat, ça date de 1960. C'est pas très vieux, hein. Et c'était à Cuba. Il y a eu d'autres personnalités célèbres qui ont suivi. Une astronaute, par exemple, qui est montée dans une capsule spatiale. Et j'ai voulu mettre un tout petit focus sur la Guadeloupe, forcément. Mais la Guadeloupe, ça marche plutôt bien au niveau scientifique, même si j'ai échangé avec plusieurs d'entre vous qui n'ont pas forcément cette image. Moi, c'est plutôt l'inverse, j'ai plutôt une opinion positive. Vous avez par exemple Sylvie Gustave dite Duflo, qui est docteur en sciences du cerveau et vice-présidente de la région Guadeloupe. Vous avez Christine Baroul, qui a été formée ici, à Pointe-à-Pitre, qui a travaillé après dans d'autres laboratoires un peu partout, notamment à l'INSERM, qui a été récompensée par la Fondation L'Oréal et qui a eu le prix Jeune Talent. Donc c'est quelqu'un qui fait des avancées, c'est quelqu'un qui est très très en vue. Et la Guadeloupe est aussi une terre d'accueil pour les chercheurs et chercheuses. Vous avez par exemple, d'ailleurs elle a bien fait de venir de Nouvelle-Calédonie, cette chercheuse qui a voulu étudier les virus et la transmission des virus comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Elle est venue en Guadeloupe pour faire ses études par rapport à tout ça, où elle a trouvé moyen de s'exprimer correctement. D'ailleurs, la dernière phrase qu'elle dit, elle est intéressante dans une interview. Elle dit si je peux laisser un message pour les jeunes femmes qui aimeraient poursuivre dans ce type de parcours, je leur dirais de jamais se freiner. Peu importe d'où vous venez, la science a besoin de vous. Mesdames, je vous transmets son message. Alors vous avez dit en conclusion, bon, il est gentil, mais il a juste mis le focus sur les quelques femmes qui avaient fait un truc célèbre. Pas du tout. J'aurais pu vous citer toutes ces femmes-là et vous faire une présentation de chacune d'entre elles et vous montrer en quoi ces femmes-là ont été d'un apport majeur à la science. Voilà, je vous remercie beaucoup.